Mesdames, Messieurs de la Cour, après la brillante plaidoirie de Monsieur le bâtonnier Icial, notre éminent confrère, je vais axer mon exposé sur les infractions retenues contre les accusés. Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, je vais commencer par Monsieur Yann Goulou. Mesdames et Messieurs, lorsque Monsieur Yann Goulou s'est retrouvé à la barre, il s'est non seulement plaint des conditions carcérales, mais il s'est plaint également de n'avoir pas pu enterrer sa mère et il a éclaté en sanglots. Sauf que M. Ngoulou avait complètement oublié que lorsqu'il était aux affaires, M. Yama n'a pas pu enterrer sa mère. M. Yama, son épouse, M. Yama n'a pas eu la grâce de l'épouse ni de l'enterrer. Il n'a donc pas fait son deuil. M. Ngoulou a oublié qu'alors qu'il était aux affaires, alors que M. Lacruche se consumait à petit feu, que dis-je, à grand feu, dans une cellule minée par le cancer, M. Ngoulou a choisi d'aller habiter dans sa maison et de surcroît ne même pas payer les loyers alors qu'il avait plein d'argent. Lui seul sait pourquoi il est allé habiter là-bas. Maintenant que tout ça lui revient en plein milieu de la figure comme un boomerang, il pleure, oubliant qu'ils ont fait la même chose aux autres. Il aurait pu, mesdames et messieurs, nous épargner ce spectacle lamentable de l'ancien collaborateur du chef de l'État qui pleure à la barre. Mais ce n'est pas le retour du bâton, le karma. Mesdames et messieurs, on ne fait pas de mal impunément aux autres. On finit toujours un jour à passer à la caisse. On paye. Il a oublié ce qu'il a fait au peuple gabonais, lui et ses petits copains. Mais nous, peuple gabonais, nous sommes restés debout. Nous sommes restés dignes jusqu'à la libération. Alors, que M. Ngoulou fasse de même, qu'il ne pleure plus, ça va aller. Mesdames et messieurs, M. Ngoulou est poursuivi pour les infractions de détournement de fonds publics, d'usurpation de titres ou de fonctions, de concussion, de corruption active, d'association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux. Sur le détournement de fonds, que dit la loi? Que dit l'article 141 du Code pénal? Je cite, « Le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre ou des fonds publics ou privés ou effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout objet qui lui aura été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission
est puni de la peine de 20 ans de réclusion criminelle au plus et 100 millions de francs d'amende au plus. Monsieur Yan Ghislain Goulou a été longuement auditionné en enquête préliminaire, en première comparution et au fond devant le magistrat instructeur. Je dois rappeler au préalable qu'après l'accident vasculaire cérébral de l'ancien chef d'État Ali Bongo Ondimba, son fils Noureddine était devenu le patron incontestable de ce pays. Aucun Gabonais ne peut l'avoir oublié. Il a même été fait coordonnateur général des affaires présidentielles. Et M. Yan Goulou était son directeur de cabinet, et c'est à ce titre que pendant et après ses fonctions, il ordonnait au directeur de la comptabilité publique et du Trésor de décaisser d'importantes sommes d'argent pour les besoins de M. Yan Goulou à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA. De l'analyse des comptes de M. Yan Goulou, il apparaît qu'il avait des fonds provenant des comptes institutionnels ouverts à BGFI Bank et alimentés par des fonds publics, lesquels les fonds de souveraineté du chef de l'État, les fonds issus des redressements fiscaux et des bonus pétroliers des contrats signés entre l'État gabonais et les sociétés pétrolières. Plus grave encore, lorsque son domicile a été perquisitionné, il a été retrouvé environ 7 milliards de francs dans des valises. Tous les Gabonais ont vu choquer ces valises d'argent. Les Gabonais se sont demandé, et moi également, où est-ce que M. Ngoulou a pu trouver tout cet argent? Comment peut-il faire pour justifier la détention de tout cet argent? Interrogé à la barre, il a dit qu'effectivement, il avait ces 7 milliards pour les besoins de la campagne, qu'il avait dépensé 3 milliards, qu'il lui restait 4 milliards de francs. Il a présumé, lorsqu'on lui a posé la question, que cet argent appartenait à Noureddine et certainement à sa mère. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que vient faire Sylvie Bongo dans cette affaire d'organisation des élections? Comment et pourquoi Sylvie Bongo donnerait-elle son argent personnel pour l'organisation des élections? En réalité, tout cela était faux parce que nous savons que ces sommes sont issues d'un détournement de fonds organisé par M. Noureddine Bongo et ses petits copains. D'ailleurs, ce sont eux qui géraient le pays, à leur convenance. Compte tenu de ce qui précède et du texte de loi que je viens de citer, Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, Mesdames, Messieurs de la Cour, le délit de détournement de fonds est constitué. Sur le délit d'usurpation de titres ou de fonctions, ce délit est prévu et puni par les dispositions de l'article 165 du Code pénal, en ces termes: quiconque, sans titre, s'est immiscé dans l'exercice des fonctions publiques en accomplissant l'un des actes réservés aux titulaires de ces fonctions est puni d'un emprisonnement d'1 an au plus et d'une amende de 1 million de francs au plus ou de l'une de ces deux peines seulement. Il est reproché à M. Ngoulou d'avoir usurpé les fonctions de directeur de cabinet du coordonnateur général des affaires présidentielles alors qu'il n'était plus en fonction.
lui-même et M. Mohamed Ali Saliou, entendus en enquête préliminaire et à l'instruction, et M. Mohamed Ali Saliou l'a dit à la barre, que, après même que M. Noureddine avait quitté ses fonctions, il continuait à diriger le pays et à donner des instructions aux agents publics. Et que, ipso facto, eux également retransmettaient ces instructions aux agents publics, de sorte qu'ils ont avoué qu'ils usurpaient des titres en ce qui concerne M. Ngoulou, de directeur de cabinet du coordonnateur général des affaires présidentielles. Mieux, lorsque Mme Gisèle Mombo a été entendue hier à la barre, son conseil a d'ailleurs précisé que c'était M. Yann Ngoulou qui donnait des instructions. C'était M. Yann Ngoulou qui donnait des instructions à cette pauvre dame et il devait aller rendre compte, ou plutôt elle, parce que le maire était une dame, elle devait aller rendre compte, le maire et elle, à M. Ngoulou de tous les actes accomplis à la mairie. Puisqu'il a fait, puisqu'il a usurpé le titre et les fonctions de directeur du cabinet, directeur de cabinet du coordonnateur général alors qu'il ne l'était plus, il a violé la loi, il doit être reconnu coupable pour cela parce que le délit est constitué. Sur le délit de concussion reproché à M. Ngoulou, cette infraction est punie par les dispositions de l'article 127 en ces termes. Le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droit ou contribution, impôt ou taxe publique, une somme qu'elle sait ne pas être due ou excéder ce qui est dû est puni d'une peine de 5 ans d'emprisonnement au plus et d'une amende de 10 millions de francs CFA au plus. Alors qu'il était en fonction à la présidence, M. Ngoulou a perçu des bonus pétroliers. Ces bonus, comme je l'ai dit tout à l'heure, proviennent des contrats pétroliers conclus par l'État et les sociétés pétrolières. Ce sont, comme nous le savons tous, les agents du ministère du Pétrole formellement désignés dans un texte ayant participé à la signature de ce contrat qui doivent recevoir ces bonus pétroliers. M. Ngoulou travaillait à la présidence, il ne pouvait donc pas prétendre à ces bonus pétroliers. Incapable de dire la vérité, il nous a d'abord dit que c'était des bonus pétroliers, après il a changé de registre, il a prétendu que ce n'était plus des bonus pétroliers, mais plutôt des primes de gestion. Or, la loi 02 de 2019 sur laquelle il s'est appuyé, la loi sur les hydrocarbures, ne fait pas état de taxes et d'impôts. Cette loi fait état, de taxes et impôts, qui sont des fonds publics. La loi n'a jamais fait état de primes de gestion. M. Ngoulou nous a menti à la barre. M. Ngoulou sera déclaré coupable de concussion. Sur le délit de corruption active, l'infraction de corruption active est prévue et punie
par les dispositions de l'article 133 de notre code pénal, est puni de 10 ans d'emprisonnement au plus et de 50 millions de francs d'amende au plus le fait par quiconque de proposer sans droit à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public pour elle-même ou pour autrui, soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat. Soit pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Cette infraction a fait l'objet d'un grand débat à la barre. Lors de la nuit électorale du 30 août, alors que M. Noureddine Bongo Ondimba était dans sa villa avec plusieurs autres personnes, M. Oyabi a appelé M. Yann Goulou au téléphone. M. Yann Goulou a tendu le téléphone à M. Noureddine et M. Noureddine Bongo, discutant avec M. François Oyabi, a appris qu'il y avait du désordre au centre gabonais des élections, que M. Jesse Ella Ekoga se serait rendu là-bas pour faire du désordre et qu'il fallait, selon l'expression de M. Noureddine lui-même dans les PV d'instruction, il fallait régler ce problème, il fallait trouver une compensation aux membres du CEJ. Noureddine a donc demandé qu'on aille chercher de l'argent. L'argent est arrivé. La valise contenait 500 millions de francs CFA et cette valise a été remise curieusement à M. Ngoulou. M. Vourandiami, qui était là et qui, à ses dires, aurait dit à M. Noureddine qu'il ne fallait pas faire ça parce qu'il y avait une réglementation. Mais curieusement, M. Vourandiami a quand même suivi M. Ngoulou. M. Ngoulou a mis la valise dans son véhicule et accompagné de M. Vourandiami, ils sont allés au CEG apporter l'argent. Curieusement, cet argent a été encore remis à M. Oyabi. Cela s'appelle la corruption. C'est peut-être même une frappe. Au lieu de dire la vérité, M. Yann Goulou nous a donné le spectacle pitoyable en disant que non, Monsieur le Président, je n'avais pas le choix, j'ai fait comme un enfant, je suis un enfant, je suis parti remettre la valise. Un enfant. Des gens qui nous ont gouvernés, dirigés pendant ce temps, viennent à la barre, depuis tout ce temps, viennent à la barre pour nous dire que ce sont des enfants. Mais nous le savions. Le peuple gabonais n'en a jamais douté. C'était la Young Team. Vous comprenez pourquoi le pays était par terre. Au regard de l'article 133 et de ce que je viens de dire, M.
Yann Goulou doit être déclaré coupable des faits mis à sa charge parce que le délit est constitué. Sur le délit d'association de malfaiteurs, cette infraction est prévue par les dispositions des articles 193 et 194 de notre code pénal en ces termes. Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits. Dans l'article 194, l'association de malfaiteurs sera punie d'un emprisonnement de 10 ans au plus et d'une amende de 10 millions de francs au plus. Nous avons précédemment démontré comment M. Noureddine Bongo Valentin, Yann Goulou et Vouranjami Syriac se sont rendus au CSG pour corrompre les membres de cette institution. Ils sont par ailleurs poursuivis pour corruption active. M. Noureddine a déjà été condamné. M. Yann Goulou, par ailleurs, a autorisé M. Gabin Ota Doubia à faire un dégrèvement fiscal, alors que c'était de la seule compétence du ministre de l'économie. Lors de la confrontation devant votre bar, M. Goulou a encore tenté de nier, mais M. Ota a précisé que c'est lui qui lui avait donné ces instructions-là. Il a par ailleurs demandé à M. Ota de faire des dégrèvements dans le dossier Assala et Gabon Télécom pour faire perdre de l'argent au pays. Pourquoi? Comme pour le reste, M. Yann Goulou n'avait pas autorité pour ordonner ces dégrèvements. C'était la seule compétence du ministre de l'économie, même si M. Gabin Ota a dit que le ministre était informé, mais le ministre n'a pas donné son autorisation. Vous tombez sous le coup de la loi et vous serez condamné après la réquisition du ministère public, après avoir été déclaré coupable, vous serez condamné aux peines prévues par la loi. Sur le crime de blanchiment de capitaux, cette infraction est prévue et punie par les dispositions de des articles 378 et suivants du Code pénal, qui dispose le blanchiment des capitaux. Écoutez bien, mesdames et messieurs, le blanchiment des capitaux est le fait de faciliter par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un crime de blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en somme, que lorsque vous avez des biens, il faut faire la preuve de l'origine licite de ces biens. Qui que vous soyez, quel que soit le poste que vous devez occuper, ne venez pas dire que j'ai de l'argent, j'ai gagné tant de milliards. Non, venez apporter la preuve de la licéité de l'origine de vos biens. C'est ça
Or, M. Ngoulou n'en a pas fait la preuve. Il a dit à la barre que sa femme a une société, qu'il avait de l'argent, etc., etc. Ce n'est pas ça la preuve du blanchiment. M. Ngoulou a dit être propriétaire de 27 studios à Libreville, à la Cité des Ailes. Il a dit être propriétaire d'une villa à Franceville, propriétaire de 8 véhicules de luxe estimés à plusieurs centaines de millions de francs CFA, avoir perçu de façon injustifiée dans son compte UGB 586 milliards, dans son compte BGFI Bank 586 millions, 175 millions, une perception de revenus non justifiés économiquement sur le compte BGFI Bank de 180 millions de primes, de 30 millions également sans justification. La preuve de l'origine non douteuse de ces biens n'a pas pu être rapportée parce que simplement il ne pouvait pas le faire, puisque tous les biens qu'il a reçus et qui lui ont permis d'acquérir tout l'argent qu'il a reçu et qui lui a permis d'acquérir tous ces biens proviennent de comptes publics. Il sera donc déclaré coupable parce que le délit de blanchiment est largement constitué. Je vais passer à la plaidoirie sur M. Oseni Ossa. Il est poursuivi pour les infractions suivantes: recel de détournement de fonds publics, blanchiment de capitaux, association de malfaiteurs. Sur le recel de détournement de fonds publics, l'article 312 dispose que constitue le recel le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen du produit d'un crime ou d'un délit. Le coupable est puni des peines applicables aux faits qui auront procuré les choses recelées. Ces peines sont encourues par les receleurs alors même que les auteurs principaux de l'infraction ne seraient pas punissables, en raison notamment des dispositions des articles 294 et 297 du présent Code. Néanmoins, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité encourue est substituée à l'égard des receleurs par la peine de 30 ans de réclusion criminelle au plus. L'examen des comptes de M. Abdoul Oseni Ossa laisse apparaître la perception non justifiée de fonds publics pour un montant d'1,152 milliard de francs CFA sur ses comptes UGB et BGFI Bank. Ces comptes sont alimentés par des fonds provenant du compte de prestations internationales et du compte OAR, État et institutionnel, tous deux alimentés par des fonds publics. Il faut vous préciser que le compte société de prestations internationales est le compte de souveraineté du président de la République. Il a prétendu à la barre que ces versements sont constitués de dons à lui faits par M. Noureddin Bongo Valentin.
Mais quelle est cette amitié qui permet à l'un de faire des dons de montants aussi élevés tirés sur le compte de soutien? Ce compte n'a pas vocation à ou même les fonds qui y sont versés servent à financer les perçu également des revenus non justifiés sur le compte BGFIBank d'un montant d'1,232,800,566 francs. Pour quel travail? Il y a des transferts importants vers l'étranger via le compte BGFIBank qui ont été effectués pour un montant de 606 339 137 francs CFA. Ces fonds qui se trouvent dans les comptes de M. Abdoul Hosseini Ossa proviennent de détournements massifs, opérés notamment par M. Noureddine Bongo Valentin, qui récompense ses petits copains de la Young Team. Le délit de recel de fonds publics est constitué. Mon confrère Maître Mutsinga viendra tout à l'heure vous donner les détails de tous ces transferts. Sur le délit de blanchiment de capitaux, j'ai déjà rappelé cette infraction tout à l'heure, donc je ne vais plus la relire. Monsieur Hosseini Ossa Abdoul est propriétaire d'un complexe de 8 villas au Beaulieu, 13 villas avec son frère à Libreville, un appartement à Dubaï, plusieurs voitures de luxe, de nombreuses sociétés. Monsieur Abdoul Hosseini Ossa de tous ces biens ou de l'argent qui a permis acquérir tous ces biens. Le délit de malfaiteurs. Là également, je ne vais pas rappeler les articles 193 et 194 parce que je les ai lus abondamment. Monsieur Hosseini, lorsqu'on lui a demandé à la barre quelles étaient ses relations avec monsieur Noureddine, il a répondu, j'ai noté, qu'il considère M. Noureddine Bongo Valentin non pas comme un ami, mais comme un frère. M. Noureddine avait sa confiance et lui également, il avait la sienne. Ils se connaissent depuis plusieurs années, je crois sans me tromper qu'il a parlé de 20 ans. Il n'aurait jamais refusé de l'accompagner dans ses entreprises. Noureddine Bongo et ses amis c'est-à-dire une équipe qu'on appelait la Young Team, une équipe qui a commis plusieurs délits et plusieurs crimes. C'est ça l'association de malfaiteurs. Les détournements de fonds publics, les recels de détournement de fonds publics impliquent une entente
entre M. Noureddine Bongo Valentin et M. Abdoul Hosseini pour commettre des délits. Tout au long de son interrogatoire à la barre, M. Hosseini n'a pas nié les faits. Le délit d'association de malfaiteurs est donc constitué. Je vais passer à la situation de M. Ota. M. Ota est poursuivi pour les infractions suivantes: destruction de documents professionnels, détournement de biens, association de malfaiteurs. La destruction de documents est prévue et punie par les articles 377. Quiconque ayant le contrôle, l'usage, la garde ou la disposition d'un engin, machine, véhicule ou tout autre matériel appartenant à autrui, l'a par imprudence, négligence ou inobservation des instructions reçues, détruit ou endommagé gravement, est puni d'un emprisonnement de 6 mois au plus et d'une amende de 2 millions de francs au plus, ou l'une de ces peines seulement. Il a été longuement interrogé à la barre et il est constant que M. Ota Doumbia a volontairement détruit des données fiscales qui se trouvaient dans son ordinateur personnel dans le but d'effacer les preuves des malversations opérées, faites dans le dossier Assala et Gabon Télécom. Ces données qu'il a détruites et dont il a dit qu'elles se trouvaient aux archives étaient la propriété de la Direction générale des impôts. Ce dernier a d'ailleurs longuement reconnu avoir détruit ces données, mais personne ne l'a cru quand il a dit que ces données étaient aux archives. Personne ne l'a cru. Il sera donc déclaré coupable des faits mis à sa charge et sur les réquisitions du procureur général, il sera condamné aux peines prévues par la loi. Sur le détournement des biens publics, c'est l'article 141 de notre Code pénal qui prévoit cette disposition. Le fait, je cite, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre ou des fonds publics ou privés ou effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission est puni de la peine de 20 ans de réclusion criminelle au plus et de 100 millions de francs d'amende au plus. Monsieur Ota a emporté l'ordinateur portable de la Direction générale des impôts et a détruit les données qui s'y trouvaient. À l'enquête préliminaire et à l'instruction, il a prétendu que c'est son ordinateur personnel sans jamais en apporter la preuve. Cet ordinateur était la propriété de la Direction générale des impôts et le fait pour lui de l'avoir emporté et détruit les données qu'il contenait est constitutif de l'infraction de détournement de biens publics. Le délit est donc constitué. Sur l'association des malfaiteurs, M. Ota a reconnu en enquête préliminaire et à l'instruction avoir baissé
le montant du redressement fiscal d'Assala et de Gabon Télécom, alors que cette compétence est dévolue au seul ministre de l'économie. Elle a été faite sur instruction de M. Yann Ghislain Goulou, et ces derniers ont reconnu avoir échangé avec M. Ota Doumbia sur ces redressements fiscaux. M. Ota a prétendu que le ministre était au courant, qu'il envoyait des fiches au ministre et que d'ailleurs, il n'est pas passé en conseil de discipline, il n'a jamais reçu une information négative venant du ministre. Donc, les opérations qu'il a faites avec M. Yann Goulou sont légales. Or, l'autorisation a été donnée par M. Yann Goulou. Le ministre qui était habilité à le faire n'a pas donné cette opération. Le fait pour le ministre de ne s'être pas fâché ne fait pas de vous quelqu'un qui a fait une opération légale. Ce qui nous intéressait ici, c'était est-ce que le ministre a donné l'opération ou a donné l'autorisation, oui ou non? Vous avez répondu que monsieur le ministre n'a pas donné cette autorisation, c'est monsieur Yann Goulou. Mais avant, il fallait une entente. Avant d'accepter de bondir, comme on dit, le ministre, pour exécuter les instructions de monsieur Yann Goulou, il fallait une entente. Et cette entente vous a permis de commettre un délit. C'est ça, l'association de malfaiteurs. Vous serez donc reconnu également coupable parce que le délit qui vous est reproché est constitué. Sur M. Jessie Ella Ekouga, les infractions reprochées à ce monsieur, il y en a 4. M. Jessie Ella Ekouga est poursuivi pour trouble aux opérations d'un collège électoral, recel de détournement de fonds publics, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs. Sur les troubles aux opérations d'un collège électoral, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, nous nous en tenons à la sagesse de la Cour. Sur le recel de détournement de fonds, j'ai déjà cité cet article. Je vais simplement vous rappeler que de l'examen du compte BGFI de M. Jessie Ella Ekouga, il apparaît que ce dernier a reçu des fonds publics non justifiés pour un montant de 45 millions et 479 millions. Il a dit que c'était des primes. Il a dit que ces primes venaient du compte de la Société internationale de commerce. Mais c'est un compte qui est alimenté par des fonds publics. Cet argent provient manifestement, puisqu'il n'a pas pu le justifier, des détournements de fonds publics. J'ai entendu ce jour à la barre que monsieur Ella Ekouga a dit qu'il était propriétaire du marché de Bitam sur la route de l'aéroport. Il a dans son compte BGFI 140 millions injustifiés. Dans son compte Orabank, 80 millions injustifiés. Il a prétendu, lorsqu'on lui a posé la question, qu'il n'a pas fait de déclaration de biens. Ah,
il a eu grandement tort, parce que cette déclaration l'aurait sauvé aujourd'hui. Ne l'ayant pas fait, il tombe sous le coup des dispositions de l'article 378. Le blanchiment est constitué en son encontre parce qu'il ne peut pas justifier de la lecéité de l'origine de tous ces biens. Oui. Voilà. Monsieur Jesse Ella Ekoga n'a pas apporté la preuve de la lecéité des biens qui lui ont permis l'acquisition du marché de Bitam ou justifié la provenance des fonds se trouvant dans ses comptes à la banque et de ses bons du Trésor. Il sera alors déclaré coupable. Sur l'association de malfaiteurs, Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, sur l'association des malfaiteurs, nous nous en remettons à la sagesse de la Cour. Sur les délits reprochés à Monsieur Vourangiami. Monsieur Vourangiami est poursuivi pour complicité de corruption active, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux. Nous allons revenir un peu à cette affaire de corruption le jour du 30 août. Nous avons déjà démontré comment M. Nourdine Bongo Ndimba, Bongo Valentin et M. Yann Goulou ont corrompu les membres du CGE. Maintenant, il reste à savoir pourquoi M. Vourangiami est poursuivi pour complicité. Qu'est-ce que la complicité? Est complice d'un crime ou d'un délit, article 48, la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Monsieur Vourangiami s'est débattu comme un bon diable pour essayer de nous démontrer qu'il n'était pas complice. C'était peine perdue. Ce n'est pas lui qui a reçu la valise, ce n'est pas lui qui a commandé cet argent, ce n'est pas lui qui a appelé M. Yann Goulou, mais il a aidé M. Yann Goulou à partir avec cette valise jusqu'à la Cité de la démocratie. C'est ça, sa complicité. Il a aidé M. Yann Goulou à convoyer les fonds jusqu'au CGE. Il en a donc été le complice. Il a dit hier à la barre qu'il n'était pas d'accord avec M. Nouridine et il a pris la peine de lui dire qu'il y avait une réglementation pour ce type de situation. Mais pourquoi il n'est pas resté? Puisque lui avait le courage de dire à Nouridine la vérité et ce qui est, pourquoi a-t-il pris le soin de monter dans la voiture de M. Goulou et l'accompagner pour convoyer ses fonds? C'est ce qu'on lui reproche. C'est ce qui fait de lui un complice de M. Yann Goulou et de M. Nouridine. Compagnon d'infortune. Il sera donc déclaré coupable parce que le délit est constitué. Sur l'association de malfaiteurs, je ne vais pas rappeler l'article. Monsieur Vourangiami, en se rendant complice
complice du détournement avec fait par M. Noureddine et M. Ngoulou, s'est associé à eux parce que, quoi qu'il en dise, il était informé de tout, donc il doit être déclaré coupable d'association de malfaiteurs. Sur le crime de blanchiment, M. Vourandjami a prétendu qu'il avait 3 maisons à Franceville, 3 à Libreville, 3 véhicules, dont 2 de luxe. Il a même dit que ses comptes étaient déficitaires, qu'il n'avait pas blanchi de capitaux. Mais ce n'est pas ce que le blanchiment prévoit. Ce n'est pas parce que vos comptes sont débiteurs que vous avez fait la preuve de la licéité de l'origine des biens. On vous demande comment vous avez fait pour acheter, acquérir tous ces biens en le prouvant. Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, le blanchiment est une infraction particulière. Je pense, j'ose croire que cette infraction a été faite pour les puissants. C'est pourquoi lorsque, je le répète à la barre, les accusés croient qu'il suffit de dire « j'ai l'argent, j'ai pu acheter ça, j'ai pu acheter ça ». Non, Monsieur le Président, ça veut dire quoi concrètement? Lorsque M. Vourandjami vient nous dire qu'il a 3 maisons, il nous apporte les factures de gravier, les factures de ciment, les factures de tout. C'est ça le blanchiment. Mais vous voyez, mesdames et messieurs, que c'est une infraction particulièrement difficile, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde, au moment du début de la construction d'un bâtiment ou de l'achat d'un véhicule, il n'est pas donné à tout le monde de garder des reçus pendant des années. C'est ça le blanchiment. Ne venez pas nous dire que j'avais de l'argent. Non, c'est ça le blanchiment. C'est pourquoi il est difficile, particulièrement de prouver l'origine licite des biens. C'est pourquoi M. Vourandjami sera déclaré coupable malgré ce qu'il dit. Monsieur le Président, je vais passer aux infractions, ou plutôt à l'infraction reprochée à Madame Gisèle Yolande Mombo. Il est reproché à cette dame l'infraction de blanchiment. À ce propos, Monsieur le Président, nous nous en remettons à la sagesse de la Cour. Monsieur Jordan Camusset. Il est reproché à Monsieur Camusset l'infraction d'association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux. Monsieur Jordan Camusset n'a pas menti à la barre. Il a toujours reconnu qu'il gérait certaines sociétés de M. Noureddine. Il a dit qu'il est ami de Noureddine depuis l'âge de 4 ans parce qu'ils jouaient ensemble, parce que sa mère travaillait au service de Madame Sylvia Bongo. Il est donc associé à ce monsieur depuis longtemps. Il lui était d'ailleurs difficile de sortir de ce cercle maléfique.
Il n'y a pas de doute sur cette association de malfaiteurs. Il faisait partie de la Young Team. Ça veut dire qu'il était dans une équipe chargée de procéder à des crimes et à des délits. Il n'a pas nié. Donc cette infraction est constituée en son encontre. Sur le blanchiment de capitaux, M. Camuset a avoué être un prête-nom et le gérant de plusieurs sociétés de Noureddine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais seulement en gérant ces sociétés, dont les comptes avaient des fonds douteux, il a violé les dispositions de l'article 78. Il a dissimulé, il a déguisé l'origine illicite des biens et il a aidé M. Noureddine Bongo à échapper aux conséquences juridiques de ses actes. Il ne pouvait l'ignorer, c'était son ami. Il a, conformément même à l'article 79, participé à une entente avec M. Hosseini, avec M. Kim Un, avec M. Mohamed Ali et Noureddine Bongo en vue de la commission des faits de blanchiment de capitaux. Vous allez d'ailleurs regarder que dans le dossier, et vous allez constater que puisqu'il s'agit de blanchiment de capitaux commis de façon habituelle, c'est-à-dire en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle, les peines prévues aux articles précédents, c'est-à-dire 378 et 379, sont doublées par l'article 380 parce qu'il s'agit d'un blanchiment en bande organisée. Mais malheureusement, l'arrêt de renvoi ne l'a pas retenu. Mais là, il y a blanchiment en bande organisée, article 380. Il apparaît de tout ce qui précède que M. Jordan Camuset doit être déclaré coupable des faits mis à sa charge. Je poursuis M. Steve Djeko. Il lui est reproché le crime de blanchiment. Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, en ce qui concerne cette infraction, sagesse de la Cour. Je poursuis. Monsieur Kim Un. Il lui est reproché le délit d'association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux. Lorsque M. Kim Un a été interrogé, il a avoué avoir servi de prête-nom pour les sociétés de Mme Sylvie Bongo. Il a accepté d'être un gérant sans être rémunéré, sachant pertinemment que les comptes des sociétés qu'il gérait avaient une provenance douteuse. Le délit d'association de malfaiteurs est constitué. Dans le délit de blanchiment, qui est reproché aussi à M. Kim Un, il nous a rapporté, et cela ressort du dossier de l'instruction, qu'il est le gérant de plusieurs sociétés, notamment la société For Afrique Énergie, Gabon, qui permettait aux couples de siphonner les revenus des fonds, des produits, les revenus des produits des sociétés, des permis pétroliers, au Loï et Sardines, exploités par la société Perenco. Il est gérant également de la société Rana Invest, de la société West Wanger, de la société Titan Invest
etc. Sauf que les revenus et l'argent qui lui sont versés par ces sociétés sont des revenus qui proviennent des fonds détournés. Il n'a pas pu apporter la justification honnête. Il n'a pas pu apporter la preuve honnête de la provenance de tous ces biens. Je vais terminer, Monsieur le Président, par Monsieur Mohamed Ali Saliou. Ce jeune homme est poursuivi pour les infractions suivantes: détournement de fonds publics, concussion, blanchiment de capitaux, association de malfaiteurs. Sur le détournement de fonds publics, de l'analyse des comptes bancaires de M. Mohamed Ali Saliou, il apparaît qu'il a reçu sans justificatif des fonds publics pour un montant total de 447 millions de la trésorerie centrale, de la Société gabonaise d'ingénierie et de la Société internationale de commerce. Les deux comptes sont alimentés par des fonds publics. Sur son compte Ecobank, il y a eu une remise d'espèces de 2,240 milliards. Et sur son compte Orabank, il y a eu une remise d'espèces de 199 940 000. Il n'a présenté aucun justificatif, mais il a eu le mérite de dire que c'était des fonds, des cadeaux qui lui étaient faits par Noureddine. Mais lorsqu'on voit la provenance du compte, la provenance de l'argent, on se rend compte que cet argent vient d'un compte de souveraineté du président de la République qui n'a pas vocation à distribuer des cadeaux. Parce que ces sommes sont prévues pour les activités d'intérêt public du président de la République. Ce délit est constitué. Sur la concussion, on a vu également que toutes les sommes que Mohamed Ali Saliou a reçues proviennent des comptes publics. Il n'a jamais pu justifier quoi que ce soit. Il a prétendu que c'était des bonus pétroliers, mais on lui a répondu que ces bonus étaient encadrés par la loi. Il travaillait à la présidence, il n'avait pas le droit de percevoir ces bonus. Sur l'association des malfaiteurs, on a déjà dit tout à l'heure que c'était la Young Team. Et au vu des infractions, des autres infractions commises par les accusés, il n'est pas difficile de conclure que le délit d'association de malfaiteurs était constitué parce qu'il s'agit d'une équipe. Et tous les Gabonais savent que cette équipe maléfique a pillé les fonds de l'État. Le délit est donc constitué. Sur le blanchiment de capitaux, Monsieur Mohamed Ali, nous l'avons entendu à la barre, avant son entrée à la présidence, avait une expertise financière avérée. D'où son accointance avec M. Noureddine Bongo Valentin. D'ailleurs, nous savons, pour nous avoir dit à la barre que son ami c'était M. Hadjibola Mokhtar, nous savons que M. Hadjibola Mokhtar est le prête-nom
de M. Akombesi dans toutes les affaires. Donc il n'est pas difficile de penser que c'est M. Akombesi qui a donné le dossier de M. Mohamed Ali au président de la République. Ce monsieur dit qu'il est propriétaire de plusieurs cités à Libreville. Il a 8 duplex, il a 16 véhicules de luxe, il a un hôtel, il a plusieurs montres évaluées à 1,4 milliard, il a une cité commerciale derrière les parasoliers avec non pas 20 duplex comme ils l'ont déclaré, mais 67, parce que nous les avons comptés. 65 duplex. Ces 65 duplex se trouvent où? Ils se trouvent à Akanda. Et tous les habitants d'Akanda ont vu ces duplex. Lorsque vous revenez de Libreville et que vous tournez le dos à Elikonia, à votre droite, vous avez une panoplie de duplex alignés sur fond bleu, fond de vitre bleu. Vous avez là 65 duplex appartenant à M. Mohamed Ali et, tenez-vous bien, ces 65 duplex, les occupants de ces duplex commerciaux payent un loyer de 1,5 million par mois. Quand vous faites le total, ça veut dire que ce monsieur a par mois 97,5 millions. Et dans l'année, il a 1,170 milliard. Je poursuis. Lorsque le procureur lui a demandé, est-ce avec tout cet argent, est-ce avec tout l'argent que vous avez reçu, que vous avez acquis tous ces biens? Il a répondu oui, sauf que l'argent qu'il a reçu a une origine douteuse. Donc il a avoué ipso facto que l'origine de ces biens est douteuse. Mais mesdames et messieurs, savez-vous comment il a fait pour avoir cet espace? Parce qu'il n'y a pas que les duplex derrière, il n'y a pas que les duplex commerciaux devant. Derrière, il y a une trentaine d'immeubles. Je peux dire, sans me tromper, qu'il y a 30 immeubles avec des appartements à l'intérieur. Mais comment un jeune homme de cet âge fait-il pour avoir tout ça, pour avoir tout cet espace? Il a fait chasser des Gabonais, mesdames et messieurs. Dans cet endroit, cet espace, il y a des Gabonais qui, comme lui, avaient fait des demandes de régularisation foncière. Grâce à sa puissance, à son arrogance, à son manque d'humilité, il a réussi à les faire chasser. Mais mieux, Monsieur le Président, et c'est ce qui est choquant, là, la SNI avait 3 titres fonciers. 3 titres fonciers qui devaient construire des lotissements pour les Gabonais. Ce jeune homme a piétiné ces titres fonciers. Il a récupéré la moitié. C'était 3 titres fonciers globaux. La BGD avait également un titre foncier. Il a récupéré. Ça veut dire qu'à cause de lui, ou grâce à lui, plusieurs Gabonais n'ont pas pu se loger. Il était tellement puissant qu'aucun directeur de la SNI n'a pu dire quelque chose. Merci, vous voulez bien préciser que la SNI, c'est la Société nationale immobilière.
La SNI, c'est la Société nationale immobilière qui construit des logements pour les Gabonais sociaux. Et pour avoir une parcelle, il faudrait quand même que la SNI ait des ou un titre foncier. Donc là, il y avait 3 titres fonciers de la SNI. Ce jeune homme a crânement récupéré. Il s'est assis dessus et il a construit ces nombreuses cités. De sorte qu'aujourd'hui, les Gabonais sont toujours en attente de logement. La BGD avait un titre foncier dessus. Je suppose que c'était aussi à l'époque pour loger ses employés. Ce jeune homme, Banque gabonaise de développement, ce jeune homme a tout récupéré. Il a tout récupéré. Le plus grave, Monsieur le Président, c'est comment on a laissé, pourquoi on a laissé faire. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi personne n'a pu lui dire, même au sommet de l'État, que ce n'est pas possible? Ce sont des lotissements prévus là pour les Gabonais. Non, il a fait ce qu'il avait envie de faire. Monsieur le Président, jusqu'à ce jour, je ne comprends pas ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là avec Mohamed Ali Saliou, qui pouvait dans ce pays faire comme il veut. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à propos des puissants, je vais vous raconter une petite histoire. Souffrez de m'écouter parce que je ne serai pas longue. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, feu Monsieur le bâtonnier Agonjo Kawe avait acquis, sur la base d'un décret d'attribution, une parcelle au lieu dit la plage des remorqueurs. Il avait bâti 3 maisons. Il avait également un verger et un potager. Il ne savait pas que le fils d'un puissant convoitait ses parcelles. Un matin, alors que personne n'y attendait, personne ne s'y attendait, on a vu débarquer des pelleteuses, des niveleuses, des caterpillars, bref, des engins. À la fin de la journée, les 3 maisons étaient réduites en miettes. Le verger et tout le potager étaient également en miettes. Mais qui était l'auteur de cette destruction? C'était monsieur, à l'époque, Alain Bongo. Alors qu'il n'était ni ministre, ni président de la République, et qu'il n'avait aucune autre fonction. Il n'avait que la fougue, la puissance et l'arrogance d'un fils de chef d'État. Informé sur les destructions, feu monsieur le bâtonnier Agonjo Kawe, par ailleurs épuisé par les tortures, les années de prison et de combat politique, n'a fait aucune procédure, aucune plainte, lui qui était un brillant avocat. Ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel était ailleurs. Mais savez-vous ce qui a été bâti à cet endroit? Vous ne le devinerez jamais parce que cet endroit s'appelle aujourd'hui la Sablière. Et qu'est-ce qui a été bâti sur cet endroit? La Villa Nam, la demeure de M. Ali et Sylvia et la propriété de Noureddine, la Villa Nam. Comme l'a dit mardi
le procureur général, le palace de toutes les deux mesures. C'est ce qui a été construit à la place des parcelles de feu Monsieur le bâtonnier à Gonjo. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de justice et de vérité parce que le peuple doit savoir. Aujourd'hui, nos 3 petits étrangers de la Villa Nam sont partis, les rats ont quitté le navire a pris de l'eau. Mais le ciel n'est pas toujours clément quand on le désire. Ironie du sort, la Cour a ordonné la confiscation de la Villa Nam au profit du peuple gabonais. Feu Monsieur le bâtonnier doit bien rigoler dans sa tombe. Le peuple a repris ses droits. Bientôt, cette villa ne sera que l'ombre d'elle-même. Vanité de vanité, tout est vanité. C'est pour dire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, que tous ceux qui possèdent au détriment du peuple finissent eux-mêmes par perdre, par être dépossédés de ces biens-là. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous allons tout à l'heure réclamer la confiscation de tous les immeubles des accusés qui ont été indûment construits grâce à l'argent du peuple. Si nous avons pu retracer les avoirs bancaires jusqu'aux îles Caïmans de Nouridine, nous ne ferons des avoirs bancaires des accusés qu'une bouchée. Maître Mutsinga va vous faire le point sur les finances. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, merci de m'avoir écouté. Je vous remercie. C'est la Cour qui vous remercie, Maître, pour votre brillante plaidoirie.